Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander, c'est une question d'une actualité brûlante, si l'autre n'est pas un enfer. On va se le demander avec trois philosophes. Alain Finkielkraut, notre Kierkegaard national, qui publie La seule exactitude, c'est aux éditions Stock. Cynthia Fleury, qui elle publie Les Irremplaçables, chez Gallimard, et puis Rémi Brague, spécialiste des religions, mais philosophe aussi, qui publie Le règne de l'homme, toujours chez Gallimard. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie, Géraldine Mühlmann, Eliette Bécassis et Mazarine Pinjot. Bien entendu, pendant toute cette émission, vous pourrez réagir comme vous l'entendez sur #LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite. J'aimerais savoir maintenant ce que vous pensez les uns et les autres de cette phrase d'Alain Finkielkraut, qui est on dénonce rituellement la peur et la haine de l'autre, comme si l'autre ne pouvait jamais être haineux ou inquiétant. Alors, j'aimerais savoir ce que tout le monde pense de cette phrase. Moi aussi. Ah oui, bien sûr. Non, je réponds après. Vous répondez après. Hein, je réponds commence. après, Oui, d'accord. vous répondez après. Mais Cynthia Fleury. J'aurais voulu la justifier. Mais bon. Ah oui, non, mais vous allez le faire. D'accord. Réflexion de Cynthia Fleury. Oui, alors, non, je ne dirais pas tout à fait les choses ainsi. D'abord, je ne suis pas sûre qu'on a une vision naïve de l'autre. Sur la question de l'ennemi, par exemple, je ne crois pas du tout que l'Occident, les démocraties occidentales considèrent qu'elles n'ont pas d'ennemis. En revanche, elles ont une question nouvelle, qui est qu'elles ne peuvent pas combattre les ennemis comme elles les ont combattus il y a des siècles, et que donc c'est ça qui est très compliqué pour l'Occident, c'est comment on combat démocratiquement des ennemis. Et c'est cette aporie qui est extraordinairement compliquée. Alors que jadis, on a toujours combattu les ennemis. Aporie, c'est quoi? Cette impasse. Cette impasse, cette difficulté. Impasse, c'est plus... Oui, c'est-à-dire c'est cette aporie qui fait que, de fait, avant c'était plus simple. On pratiquait la raison d'exception, la raison d'urgence, et ça nous permettait de détruire nos ennemis. Robespierre, la République est terrible avec ses ennemis. C'est clair. Donc là, le problème, c'est comment on ne se désavoue pas nous-mêmes au niveau de nos principes démocratiques, donc comment la démocratie ne se met pas en contradiction avec ses propres principes, et en même temps comment elle combat ses ennemis. Donc c'est ça la difficulté. Donc je ne pense pas du tout qu'on est dans une vision naïve de l'autre. On est dans une obligation de cohérence des moyens et des fins, et ça c'est plus compliqué. Rémi Brague. Bon, nous vivons actuellement dans une sorte de perversion d'une maxime chrétienne fondamentale. La maxime chrétienne fondamentale, c'est « tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour lui, etc. » Or, on la comprend, et là, je bats ma coulpe, et je bats ma coulpe sur la poitrine de pas mal de gens aussi. On comprend ça comme si ça voulait dire « tu n'auras pas d'ennemi ». Or, pour pouvoir aimer son ennemi, pour pouvoir le respecter, pour pouvoir le prendre au sérieux, si je puis dire, il faut déjà qu'il existe, il faut qu'on le reconnaisse. Donc il faut commencer par avouer que l'on a des ennemis, qu'il y a des gens qui nous veulent peut-être du mal. Ensuite, on se demandera, est-ce qu'ils ont des raisons? Est-ce qu'on peut arranger ça? Est-ce qu'on peut négocier, etc. Mais la première attitude, c'est admettre que l'on a des ennemis. Ensuite, on peut se demander, que faire avec eux? Est-ce qu'il ne faut pas, alors effectivement, jusqu'à un certain point, s'examiner soi-même, mais sans vouloir, si je puis dire, se regarder soi-même avec les yeux de cet ennemi que l'on aura démonisé. Parce que finalement, nous sommes notre pire ennemi. L'ennemi, je me permets là de citer le poème que Carl Schmitt mettait en exergue de la notion du politique. L'ennemi, c'est ma question à moi, qui a pris figure, qui prend un aspect concret. Alors nous avons peut-être à regarder cela, ou ce visage, peut-être grimaçant, peut-être haineux, au moins face à face. Ensuite, on verra. C'est étonnant, tout le monde est pratiquement d'accord avec vous. Non, pas Cynthia Fleury. Nuancée. Elle n'est pas très hostile. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus hostile. Oui, mais je me garderais, pour son propre salut, de l'annexer, de la ranger sous ma propre bannière. Sinon, on aurait des problèmes. Voilà. Ouais. Mais là, je voudrais revenir à notre situation présente, qui est celle d'une sorte de quiproquo. Notre époque se prend pour une autre,
et elle a tendance à plaquer sur l'actualité ce qu'elle appelle, de manière obsessionnelle, les heures les plus sombres de notre histoire. Nous vivrions le retour des années 30. Donc, on pense en effet que l'hostilité traditionnellement dirigée contre les Juifs est aujourd'hui orientée vers les musulmans. C'est le nouvel autre, si vous voulez, dans cette espèce de configuration. Oui, vous pouvez rajouter aussi les Allemands, les Américains, les Chinois. Oui, mais enfin, on a beaucoup d'ennemis. on pense beaucoup que le nouveau racisme, c'est le racisme anti-musulman. Or, la réalité n'est pas celle-là. Dans les années 30, il n'y avait pas de quartier sensible. Les médecins, par exemple, à Nîmes, n'avaient pas peur d'aller dans certains lieux parce qu'ils ne risquaient évidemment pas d'être caillassés. Et surtout, ce que cette analogie dissimule, c'est l'expansion d'un antisémitisme qui n'a strictement rien à voir avec ce que Bernard-Henri Lévy appelle l'idéologie française. Un antisémitisme d'une autre origine et d'une extrême violence. Donc, et alors là, d'où d'ailleurs, un peu, me semble-t-il, la difficulté, pas nécessairement, la difficulté de ma situation, si vous voulez, je mets en cause cette analogie. En tant que tel, je suis le porte-parole d'une mauvaise nouvelle idéologique et avec d'autres, et cela crée, si vous voulez, une espèce de sentiment de répulsion, et donc nous sommes cloués au pilori pour maintenir à tout prix un schéma intellectuel qui est pourtant complètement déphasé. Donc, oui, l'autre, celui qu'on appelle l'autre, peut être haineux, et c'est aussi, alors je dirais en termes plus simples, c'était la phrase de Desproges: j'adhérerai à SOS Racisme quand on mettra un S à racisme. Et bien sûr, c'est cette réalité qu'il est si difficile aujourd'hui de faire entendre. Alors là, Cynthia Fleury l'a fait. Voilà, vous êtes content. Ah oui, ça y est. Non, mais non, c'est pour faire un jeu de mots, mais qui vaut ce qu'il vaut. Mais quand Alain Finkielkraut a dit notre époque se prend pour une autre, je suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a un renouveau nihiliste plus terrible que ça. Je pense que notre époque française, encore une fois, parce que dès qu'on sort des frontières françaises, c'est encore une autre histoire, mais elle se prend pour personne. J'ai pensé à la phrase de Gramsci, voilà, la crise, c'est quand un monde se meurt et que du nouveau n'arrive pas à surgir. Je cite mal, mais en tout cas, on voit très bien que la question aujourd'hui, c'est qu'il y a un émergent. Nous n'arrivons pas nécessairement à définir cet émergent et nous n'arrivons pas, à l'intérieur de cet émergent, à créer notre propre capacité de transformer et de venir transformer cet émergent. Et ça crée effectivement un mal-être profond. Mais en aucun cas, j'ai le sentiment d'un anachronisme ou d'une mauvaise lecture. Je pense qu'on est plutôt face à quelque chose qui est que cette puissance d'émergence est plutôt ressentie comme un déclinisme pour certains, alors qu'il y a nécessairement une émergence et que c'est à nous, les philosophes, les penseurs, les sciences humaines, de définir, en tout cas d'aider à définir cet émergent. Alors, je vous propose maintenant de s'intéresser plus particulièrement à Alain Finkielkraut et à son bréviaire de Finkielkrautisme, la seule exactitude. Un bréviaire. Oui, enfin bon, c'est un résumé de toutes vos théories à travers des articles, des interviews, etc. Et il y a quelque chose qui ressort quand même dans votre pensée, c'est que finalement, dans notre relation avec l'autre, notre volonté de lui plaire, est-ce qu'on n'est pas en train de brader notre identité ? Est-ce qu'on est en train de brader notre identité ? La question se pose. Et Cynthia Fleury vient de dire que certains parlent de déclinisme, certains sont déclinistes. On m'accuse fréquemment de nostalgie, car la nostalgie est aujourd'hui en France, aux yeux de certains, devenue un crime, qui est tout à fait saisissant quand même. Mais c'est qu'en effet, nous sommes entrés dans une société post-culturelle, post-littéraire et à beaucoup d'égards post-nationale. C'est un mouvement d'ailleurs qui a sa force intrinsèque. Peut-être cela se serait-il produit sans
les vagues d'immigration que nous connaissons. Donc la question de cette évolution doit être détachée du problème que vous avez soulevé au début de l'émission. Oui, parce qu'on voit la même chose pratiquement dans des pays où il n'y a pas d'immigration. Oui, notamment en Europe du Nord. Et puis c'est un mouvement, c'est un processus interne à nos démocraties. Et la question est de savoir si ce processus est souhaitable ou non, s'il faut vraiment se réjouir de l'émergence de cette France d'après. Mais moi, je regarde derrière moi, je compare André Malraux et Fleur Pellerin, et déjà on me dit, bah non, il n'y a aucune raison de comparer. C'était mieux, c'est absurde de dire c'était mieux avant. Écoutez, je pense que l'idée de « c'était mieux avant » ne doit pas être un refrain, mais je le dis un peu pour mes vis-à-vis. Enfin, sinon, vous allez passer pour un vieux con. Hein. Oui, ben justement, je préfère, enfin, si vous voulez... passer pour un vieux con que pour un jeune con. J'ai la nostalgie de l'époque où l'espace public n'était pas peuplé par une foule innombrable de branleurs hébétés en train d'agiter de manipuler sans cesse leur engin technologique. Donc oui, on peut se dire... Vous pouvez dire le mot quand même. Je sais que vous n'en avez pas, mais vous pouvez dire portable. On peut se dire que nous n'avons pas toujours gagné au change. Alors je vous laisse maintenant entre les mains de Mazarine Pinjot. Oui. Alors d'abord, en préambule, je voudrais dire que j'ai un grand plaisir à parler avec vous, même si je suis en général jamais d'accord, parce que vous êtes un vrai débatteur et qu'à l'heure de la stigmatisation actuelle, je trouve que c'est bien que nous puissions avoir un type de débat transpartisan, et ça devient de plus en plus rare. Et s'agissant de la question de l'altérité, c'est assez problématique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un dialogue même si on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que dans l'espace public d'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue possible. Et ça, s'agissant de l'altérité, c'est très radical. Alors dialoguer maintenant. Premier préambule. Non, seul préambule d'ailleurs. Moi, j'aurais une question, alors pas nécessairement immédiatement politique, mais peut-être plus métaphysique. Pardon, je m'en excuse à l'avance. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que vous confondez la différence et l'altérité. C'est-à-dire que la différence est une sorte de modulation autour du même, alors que l'altérité crée une vraie césure ontologique à l'intérieur de l'humanité. Si vous pensez qu'il y a une véritable altérité vis-à-vis de, on va dire, l'ennemi ou l'autre, enfin celui qu'on va désigner du doigt comme l'islamiste. Quel est votre humanisme ? Comment tenir un humanisme aujourd'hui ? Comment une pensée de la césure, comment une pensée de la séparation peut-elle encore être une pensée, c'est-à-dire renoncer à l'universel ? Réponse d'Alain Finkielkraut. Alors, d'abord, je rappelle cette phrase très forte de Gilles Freund, ce n'est pas vous qui désignez l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Voilà. Et il faut accepter cette désignation, regarder les choses en face. Sans, évidemment, et là je rejoins quand même aussi Cynthia Fleury, sacrifier un certain nombre de principes à la dure nécessité de répondre et de se défendre. Là, on est à un niveau anthropologique. L'ennemi, on peut désigner l'ennemi peut vous désigner. Mais du point de vue d'une conception de l'humanité une. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a des différences, encore une fois, ontologiques, puisque je ne vois pas d'autres termes pour les désigner, et non pas anthropologiques. Alors, ontologique. Non, oui, alors écoutez... C'est-à-dire que certaines personnes ne feraient pas partie de l'humanité. Non, certainement pas. Non, certainement pas. Une différence non pas de degré, mais... La reconnaissance du semblable... si vous voulez, tous les hommes sont nos semblables. La généralisation du sentiment du semblable, comme disait Tocqueville, c'est un acquis des démocraties sur lequel il ne faut sûrement pas revenir. Et en plus, même si nous nous apercevons, si vous voulez, que nous avons longtemps cru en une histoire universelle. Et à la chute du mur, nous avons pensé que tous les hommes étaient mus par une même aspiration vers la démocratie, l'économie de marché, une même adhésion aux valeurs individualistes. Nous prenons acte du fait qu'il y a un choc des cultures. Ce n'est pas pour autant qu'il faut penser que les hommes sont prisonniers de leur culture. Mais il est vrai que, disons que
il y a un certain universalisme qui n'est plus tout à fait praticable, notamment pour les Français que nous sommes. Par exemple, nous avons défendu une conception française de la laïcité en pensant qu'elle était universelle. Voilà. Bon, eh bien, nous nous rendons compte que les autres pays occidentaux n'ont pas cette conception et considèrent que nos lois sur le foulard islamique, voire notre loi d'interdiction de la burqa, sont liberticides. Or, ce sont des pays laïcs. Donc, peut-être faut-il aussi faire fond sur une certaine le particularisme de notre, je ne sais pas comment dire, de notre civilisation, puisqu'il existe une civilisation française, et dire que ce particularisme mérite d'être maintenu, mérite d'être défendu. En cela, je suis, si vous voulez, plus lévi-straussien que je ne l'étais lorsque j'écrivais La défaite de la pensée. Géraldine Humann. Alors, si j'essaye de mettre, de remplir, si vous voulez, le mot identité chez vous, là, vous avez parlé de civilisation française, disons, d'héritage culturel, je préférerais peut-être m'exprimer ainsi. Quand je vous lis, quand je vous entends, ça renvoie à des choses, effectivement, qu'on peut nommer. Par exemple, un certain rapport entre les sexes, la galanterie. On peut en parler, en discuter, mais c'est un fait. Là, c'était mieux avant, quand même. Hein. Ouais. C'est ce que vous dites tous, en tout cas, c'était mieux avant. Ou la laïcité à laquelle vous venez là, de c'était faire mieux avant aussi, référence. Laïcité qui effectivement, est particulière en France. Enfin, nous avons une conception de la laïcité un peu particulière. Mais si je vous suis bien, dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a souvent eu des autres, des ennemis de tout cela. Et est-ce que la logique de votre position ne vous conduirait pas à reconnaître que très longtemps, le grand autre, c'était le christianisme? C'est-à-dire, pourquoi? Mais le christianisme n'a pas exactement une conception de la galanterie telle que vous la défendez, et le christianisme n'a surtout pas, historiquement, été très content qu'on lui impose la laïcité à la française. Ce fut un combat très Là, t'es quelle croûte, mais il y a Rémi Brague là, qui s'énerve. Oui, mais enfin, bon, je pense quand même que notre laïcité est issue du christianisme en grande partie, et surtout, je ne m'en tiens pas à ces deux composantes. J'aime cette phrase extraordinaire de Péguy, la République une et indivisible est notre royaume de France. J'aime que les grands républicains de la Troisième République se soient pensés avant tout comme des héritiers, et notamment Jules Ferry, comme le montre admirablement Mona Ozouf dans le livre qu'elle lui consacre. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire assimiler l'histoire de France tout entière à tous les élèves, à tous les enfants. Donc, je pense qu'il y a toute une longue durée française dans laquelle, évidemment, le christianisme, les églises occupent une grande place. Je me réjouis personnellement que la France ne soit plus chrétienne, mais je pense qu'il est important pour nous tous qu'elle l'ait été. Et je crois qu'il y a plusieurs manières, si vous voulez, de défendre cette identité au long cours. Il y a un attachement particulier à la grandeur française, et il y a ce patriotisme de compassion dont parle Simone Veil. Et je voudrais citer une phrase de Simone Veil dans laquelle je me reconnais. Simone Veil, la philosophe, avec oui, un double Simone V, Veil, l'auteur de l'Enracinement. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et l'espace. Ou bien on peut l'aimer comme une chose qui, étant terrestre, peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Je sens, moi, ce risque de disparition. C'est pour ça que le prix, si vous voulez, de la France m'est aujourd'hui d'autant plus sensible. Et c'est pour ça, par exemple, que je me suis élevé contre l'idée de transformer les églises de France désaffectées en mosquées. Je pense que ce geste inconsidéré a quelque chose de très agressif. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas infidèle. Je suis. Voilà. Je suis heureux que la France soit devenue républicaine et laïque, mais les églises font partie du paysage historique de la France.
Mais enfin, il n'y a pas de proposition officielle dans le débat public pour que l'État, d'abord au nom de la laïcité, normalement il ne reconnaît pas tout cela, donne les églises à une communauté musulmane pour faire des mosquées. Là, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, quand même, de temps en temps, dans un certain fantasme sur vos ennemis? Mais c'est terrible de parler Sur de ce point, fantasme. par exemple. Dalil Boubaker, dans une lettre aux Français, a émis cette idée. Il a réédité. Recteur donc de la mosquée de Paris. Oui, il a recommencé à la radio, dans une émission avec Jean-Pierre Elkabbach. Il y a eu une émotion. Denis Tillinac a écrit un texte que j'ai signé, et tout d'un coup, on nous a traités de paranoïaques. Alors que de toute façon, le cas existe, ça existe à Nantes, etc. Ne vous énervez pas, je voulais juste dire que c'était pas le on. Vous parlez de on depuis le début. Bien sûr que M. Boubaker peut avoir des idées et les donner. Mais vous voyez, depuis le début, on parle. On nous accuse de ne pas voir que l'autre est aussi haineux. On, etc. Je ne sais pas. Parfois, je me dis, mais qui sont tous ces gens? Est-ce que vous lisez les journaux? Oui, je lis les journaux. Et j'entends que l'islamisme est l'ennemi de tout le monde, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous voyez tout ce le qui monde arrive? a l'islamisme comme ennemi. Tout le monde, a l'islamisme comme ennemi. sauf que pour avoir écrit La seule exactitude, je suis cloué au pilori tous les jours par l'Obs, par Libé et par Le Monde. Enfin, vous avez l'habitude, Je dis bien d'apprendre. tous les jours. Non, mais et ça, après, c'est personne. on nous dit... Il représente quoi? Ils représentent, journaux que plus personne ne lit. derrière eux, il y a une multitude d'universitaires, de personnalités du showbiz. Donc, le débat intellectuel est mort aujourd'hui en France. Ce qui le remplace, c'est l'invective, l'anathème, la chasse à l'homme. Une chasse à l'homme perpétuelle. Je croyais, si vous voulez, être vacciné, être blindé contre ce genre de choses, mais quand j'entends dire que je nourris des intentions putrides, des pensées nauséabondes, croyez-moi, pas ici, cela m'affecte. Ça, on l'a jamais dit ici. Cela m'affecte, et ce n'est pas du tout votre cas, et Ah je ouais, n'ai non, en jamais plus, pensé que elles ne sont pas d'accord et elles vous adorent. Mais elles quand vous je adorent. dis on, il y a du monde derrière. Ouais. Rémi Brague, alors, parce que vous aviez un petit mot à dire quand même sur le christianisme, sur l'Église. Non, sur la laïcité. La laïcité est quelque chose qui est aimé, admiré et envié par le monde entier, à l'exception de tous les pays étrangers. En d'autres termes, laïcité, ça ne se traduit dans aucune autre langue que le français. Vous avez parlé de laïcité à la française tout à l'heure. C'était une répétition redondamment, tautologiquement pléonastique. La laïcité, c'est la solution que l'histoire a produit, non sans quelques circonvolutions, à l'issue d'un siècle de mutuel étripage entre l'Église catholique et l'État devenu laïque. Ceci dit, c'est quand même assez intéressant que ce style de séparation de l'Église et de l'État, alors séparation de l'Église et de l'État qui existe partout où il y a un reste de chrétienté, ça se soit passé justement en terre chrétienne. Bon, c'est assez amusant. Moi, je dirais que la laïcité, comprise alors au sens où je le prends de séparation des compétences. Il y a des choses que l'Église peut faire, il y a des choses que l'État peut faire, et il y a des choses que l'Église ne peut pas faire, n'a pas le droit de faire des choses que l'État n'a pas le droit de faire et ne peut pas faire, ne fait que découper, si je puis dire, selon un pointillé qui existe finalement depuis les origines du christianisme. Pointillé qui a été transgressé, qui a été trafiqué, mais qui a toujours été concrétisé, ne serait-ce que par la lutte entre le sacerdoce et l'Empire. Depuis le XIe siècle au moins, il y a une répartition, si je puis dire, des compétences, il y a un bras de fer constant qui n'existe pas là où l'origine unique des normes est censée être la parole dictée par Dieu. Eliette Abécassis. Alors, dans votre livre « La seule exactitude », vous faites un travail remarquable sur la langue, puisque vous essayez vraiment de nommer les choses selon cette phrase de Camus que vous aimez à citer. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».
Et vous évoquez, parmi d'autres problèmes de société, parce que vous traitez beaucoup de sujets concernant notre société, mais le problème de l'antisémitisme, et vous citez cette phrase de l'historien Georges Bensoussan qui dit que l'antisémitisme dans les banlieues est en train de devenir un code culturel. Vous évoquez également ces intellectuels qui désignent des philosophes comme vous comme responsables indirectement ou même directement de l'islamophobie. Et vous avez cette phrase terrible que vous citez de Imre Kertész dans l'Ultime auberge. Les jours misérables du déclin de l'Europe s'aplatit devant l'islam, le supplie de lui faire grâce. Cette comédie me dégoûte. L'Europe meurt de sa lâcheté, de son incapacité à se défendre et de l'ornière morale évidente dont elle ne peut s'extraire depuis Auschwitz. Alors, si l'Europe est dans une telle déchéance morale, si depuis les banlieues jusqu'aux intellectuels qui effectivement vous clouent au pilori parce que vous êtes l'un des rares à avoir ce courage de nommer les choses, s'il y a une telle faillite intellectuelle et morale, est-ce que ça a encore un sens de rester ici? Vous n'avez jamais été tenté par l'exil comme l'a fait Victor Hugo? Ou alors vous dites, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là? Non, j'ai jamais été tenté par l'exil. Cette idée de Imre Kertész, l'écrivain, l'auteur de Être sans destin, est absolument terrible. Hein. Lui seul, d'ailleurs, peut le dire. Il a assez de crédit, ce rescapé d'Auschwitz pour le dire. Il y a une ornière morale d'Auschwitz. L'obsession actuelle de la Shoah fait que nous ne savons plus penser ni peut-être voir ce qui nous arrive. C'est terrible de penser ça. Je ne plaide pas pour l'oubli, je plaide pour un autre usage de la mémoire. Mais pour revenir à votre question, non, moi je n'ai aucune intention de quitter la France. Je ne peux pas non plus, si vous voulez, exagérer ma situation, et là je vais sans doute rassurer Géraldine Moulman, c'est très pénible d'être en effet voué aux gémonies, couvert de boue. Vous n'êtes pas un peu masochiste aussi? Mais il n'y a pas de masochisme, surtout dès lors que vous avez la possibilité de vous exprimer et de vous défendre, ça va. Je veux dire, je regrette l'absence de véritable débat intellectuel, sauf par exception. Il n'empêche, je ne suis pas bâillonné pendant que je suis injurié. Si ça devait être le cas, alors je penserais peut-être à m'exiler. Et en plus, j'aime la langue française, j'aime le pays où je vis. Je n'ai donc aucune intention de ce genre. Bon, alors, je vous propose maintenant de passer à Cynthia Fleury, donc, qui publie Les Irremplaçables. Hein. C'est un livre qui commence par Nous sommes irremplaçables. Ça, je ne savais pas, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se ressemblent et qui sont remplaçables. Non, mais enfin, bon, ça, c'est votre opinion. Il ne commence pas tout à fait comme ça. Je crois qu'il commence par Nous ne sommes pas remplaçables, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Oui, et alors, bon, dans cette discussion qu'on a, là, maintenant on arrive à la question suivante, c'est l'autre est-il notre salut? L'autre n'est pas spécialement mon salut, mais ce qui est certain, c'est que, là encore, je reviens à Arendt, à la question de la banalité du mal, quand elle définit ce qu'est la banalité du mal et qui nous traverse tous. Donc s'il y a quelque chose de commun entre les autres et nous, c'est bien cette question de la banalité du mal. Qu'est-ce qui fait le premier pas dans le fait de lutter contre la banalité du mal? C'est de tenter de devenir sujet. Ne pas être un rouage, ne pas être remplaçable, tenter de devenir sujet. C'est toujours une tentative de resubjectivation. Et c'est pour ça que j'ai défendu... Par rapport à la question de l'altérité, dont on parle depuis le début, et justement, puisque vous citez Hannah Arendt, qui elle-même travaille sur la définition de la pensée chez Platon pour rendre compte de la banalité du mal, penser, c'est pouvoir dialoguer avec soi-même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un autre logé en soi, il n'y a pas de possibilité... c'est à cet endroit-là qu'il y a de l'irremplaçable, c'est à cet endroit-là qu'il y a de la pensée, et l'absence de pensée, qui est l'autre nom de la banalité du mal, c'est l'incapacité à dialoguer avec soi-même. Et pour reprendre vos adversaires qui vous stigmatisent, je pense que c'est des gens qui n'arrivent plus à dialoguer avec eux-mêmes. C'est-à-dire que dialoguer avec autrui, c'est déjà être à même de dialoguer avec soi-même. Et cette question de soi-même comme un autre, d'avoir une altérité à soi,
c'est la condition de possibilité même et de la pensée, et donc contre la banalité du mal et du dialogue. Et donc cette altérité est peut-être le salut, enfin, pour reprendre la question, je pense que chez vous, il y a la réponse dans votre ouvrage sur la question du salut, c'est-à-dire d'avoir cette altérité. Excellent livre, hein, d'ailleurs. C'est excellent, ouais, remarquable. Enfin, moi, je suis totalement... Une question d'Eliette Abécassis. Alors, vous menez une réflexion très singulière qui est au croisement de la psychanalyse et de la politique. Et dans ce livre, donc vous parlez du processus d'individuation qui consiste à devenir sujet moral. Et qui est pour vous la condition même de l'exercice de la démocratie. Et cette individuation nous mène à comprendre qu'effectivement, nous sommes irremplaçables. Alors, ce que je voudrais questionner, c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif, entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire comment est-ce que, parce que le processus d'individuation est un processus extrêmement complexe, comment est-ce que on va faire en sorte que nous soyons tous à même de devenir des sujets? Est-ce que pour exercer, pour voter par exemple, il va falloir que nous fassions tous une psychanalyse jungienne? Avec moi en plus. Oui, voilà. Concrètement, comment va se dérouler cette articulation entre l'individu dans son intimité, parce qu'il s'agit de ça, c'est un processus extrêmement complexe, et le collectif? C'est tout notre enjeu. Et Mazarine Pinjot, tout à l'heure, l'a dit. C'est-à-dire qu'au début, j'essaye de mettre en place des figurations du connais-toi toi-même. Et une des premières façons de poser le connais-toi toi-même, c'est pas du tout de revenir. Bien sûr, c'est ça aussi, mais pas que. De ce côté d'introspection, de découverte de moi-même, etc. C'est d'abord de poser comme équation le fait que je suis manquant, le fait que je ne suis pas monde. C'est déjà ça, déjà de comprendre ça. Et donc, nécessairement, après, moi je suis très lévinassienne quand même. Mais non, justement, est-ce qu'on ne devrait pas être plus lévinassien et moins psychologique? C'est-à-dire que le problème de l'autre, c'est pas un problème psychologique, c'est un problème éthique. Oui, et avant d'avoir accès à l'autre en tant qu'individu, ou être qui a vécu l'individualisation, l'autre est, comme le dit Lévinas, le persécuté, le visage qui fait appel à ma responsabilité. Donc, est-ce que le problème, ce n'est pas vraiment un problème d'individuation, un problème psychologique, mais vraiment un problème éthique avant tout? Oui, c'est un problème éthique. Et encore une fois, si on ne veut pas être psychologique, mais la psychanalyse, on va dire, elle est paradigmatique au sens, si vous voulez, où le manque est constituant. Donc, vous pouvez l'appeler l'autre. C'est-à-dire le fait qu'il y a une béance à l'intérieur du sujet. Et cette béance fait que nécessairement, à un moment donné, je sais que pour construire cette individuation, je dois faire lien. Donc, c'est cette question du lien et de l'identité relationnelle. On parlait de l'identité tout à l'heure. L'identité, elle se construit bien évidemment avec tout le patrimonial, tout ce qui nous a précédés. Et je cite à un moment donné Jung en disant, voilà, nous sommes d'un âge immense. Donc bien évidemment que cet âge immense, il reprend, il charrie tout ce qui nous a précédés. Mais l'identité, si vous voulez, elle est fantasmatique au grand sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est toute la capacité de projection. Donc, tout ce qui est devant soi et qui vient nous constituer. Je crois que nous vivons aujourd'hui à une époque qui est celle de l'homme remplaçable. Oui, voilà. Tout à fait. Mais remplaçable parce que nous vivons sous l'égide de deux pensées, de visions du monde, de deux idéologies apparemment contradictoires, mais qui vont dans le même sens. D'un côté, l'économisme. Pour les économistes, les hommes sont interchangeables, voilà, on les remplace, etc. Ils se réduisent à la force de travail. De l'autre côté, l'humanitarisme, qui se réclame d'ailleurs parfois d'Emmanuel Lévinas. Les réfugiés, par exemple, ne se définissent que par la misère et le dénuement. Et donc, on voit d'ailleurs sur la crise des réfugiés une étrange alliance se faire entre Mediapart et le MEDEF. Voilà, nous avons besoin d'une main-d'œuvre parce que l'Europe ne fait plus d'enfants.
ça tombe très bien, et nous devons ouvrir nos frontières, parce que c'est ça qui prouvera que nous sommes gentils et que nous avons compris les leçons de l'histoire. Il y a quand même une autre immigration, si je peux me permettre, c'est l'immigration des gens qui fuient tout simplement la mort. Je pense aux migrants syriens, ils n'ont pas le choix. Bien sûr. C'est un peu comme les Juifs au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, d'accord. Nous verrons ce qu'il en sera demain, et nous verrons quelle situation sera celle des Juifs dans une Europe très profondément modifiée. Est-ce que vous voyez rendez-vous dans 20 ou 30 ans, et je ne serai peut-être pas là pour le voir. Toujours est-il que nous allons nous apercevoir, et nous sommes en train de nous apercevoir, que les hommes ne sont pas interchangeables. C'est ça la dure réalité de notre temps. C'est ce que Hugues Lagrange, un sociologue qui a été peu apprécié dans sa corporation pour le dire, appelle le choc des cultures. Non, les hommes ne sont pas interchangeables. Voilà. Et l'idée de la remplaçabilité des êtres humains est une idée que certains croient généreuse et d'autres réaliste. Elle n'est ni généreuse ni réaliste. Cynthia, Fleury n'arrête pas de piner pendant que vous parlez, elle va avoir des gros problèmes. Non, je ne vais pas avoir des gros problèmes, parce que je pense que si j'ai fait un livre sur l'irremplaçabilité, c'était précisément pour revenir au désastre qu'a produit le libéralisme délirant de considérer que précisément les hommes sont remplaçables. Une marchandise comme une autre, ils sont interchangeables, etc. Et cette chosification, cette réification, cette rationalisation n'a rien de nouveau. Elle a pris un nouveau terme, la remplaçabilité, l'obsolescence même de l'homme, si on reprend la question d'Anders. Donc c'est rien de nouveau sous le soleil, si vous voulez. Mais en revanche, il est clair qu'elle s'est nourrie en plus de l'économisme actuel, et voire même d'une certaine forme de culture qui mélange effectivement et qui pense que parce que nous sommes tous semblables voudrait effectivement faire croire que nous sommes remplaçables, etc. Donc je ne crois pas à tout ça. Je crois que l'homme n'est pas remplaçable, que c'est un désastre de produire ceci, qu'en plus l'histoire nous enseigne, parce que là on voit actuellement le désastre de ce que c'est, mais l'histoire nous a aussi enseigné, si on reprend Arendt, etc., la phrase d'Eichmann, c'est « je suis un rouage ». Je suis remplaçable, de fait. Ouais. Hein, et on voit à la fois historiquement ce qu'a produit la théorie du du remplacement en tout cas, ou du remplaçalisme, je ne sais pas comment expliquer ça, le fait de se sentir remplaçable, le fait de ne pas être convoqué par la responsabilité, et aujourd'hui le fait d'être chosifié par l'État libéral qui produit une dépression ou des passages à l'acte beaucoup plus mortifères pour le fameux autre. Donc sur cette question-là, moi je suis assez proche. Après, en revanche, c'est sur la sortie, c'est le fait de construire de l'issue. Hein, le fait je crois que nous, en tout cas, les sciences humaines ont un rôle aussi dans la définition des nouvelles légitimités, de ce qui va permettre d'édifier tout de même du monde commun. Voilà, c'est simplement ça qui peut-être... je ne valide pas le fait que la définition du monde commun est terminée, est close. Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser au cas de Rémi Brague, qui est auteur donc, du Règne de l'homme. C'est un gros livre, hein, définitif, hein, sur cette espèce de passage que nous avons vécu tous. Jusqu'au prochain. L'homme s'est remis au centre, hein, c'est fini, il n'y a plus de Dieu, plus beaucoup. L'homme occidental. Est-ce qu'il peut y rester à cette place? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique, ce brave homme? Alors, on va lui demander à Rémi Brague d'abord, puis on parlera de la suite après. Est-ce que l'autre est en nous? Est-ce que l'autre est en nous peut-être dans la transcendance qui est en nous, dans le Dieu qui est en nous? S'il est en nous, on n'a peut-être pas tellement besoin. Hein, pensez au baron de Crac, n'est-ce pas, qui se tire du bourbier en se tirant par sa perruque. Hein, supposez que la perruque ne se détache pas. Oui, en général, ça lâche. Hein. Oui, je veux dire, si votre point d'Archimède, si l'endroit où vous appuyez votre levier est à l'intérieur de vous, vous n'allez pas bouger beaucoup. Voilà. Donc, alors, mon idée, c'est qu'il faut un point de levier extérieur, sans quoi nous n'avons pas de quoi expliquer que notre existence, en tant qu'espèce, hein, pas qu'en tant qu'individus qui sont déjà là, de toute façon, nous sommes embarqués. Bon. Mais notre existence ça ne durera pas non plus éternellement. Hein.
Non, évidemment. Ça, la quille est dans quelques années quand même. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce point de levier, là. Vous pourriez le définir un peu? Je le définis assez simplement. C'est celui qui a dit, à la fin du premier chapitre de la Genèse, que ce qu'il venait de créer était très bon. Voilà. Si vous en trouvez un autre plus capable de jouer ce rôle, faites-moi signe. Jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Ouais. Donc, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, si je peux me permettre. Reposez-la. Je repose alors. Oui, alors l'autre est-il en nous? Comme je vous dis, non. S'il est en nous, on n'en a pas besoin. Nous sommes notre propre autre. Voilà. Ça suffit. On peut prendre distance par rapport à soi. On peut se regarder soi-même, avec ou sans miroir. On peut essayer de se corriger un petit peu soi-même, de s'améliorer soi-même. On peut essayer d'être un petit peu autre qu'on ne l'est. Mais tout ça, ça ne mange pas de pain. Ouais. Puis on peut être aussi soi-même et un autre. Ça arrive aussi. Hein. Je est un autre, comme a dit, je ne sais plus trop qui, un type assez improbable. Non, mais que l'autre soit en nous, c'est une question même dangereuse. C'est-à-dire, pour reprendre les propos de Cynthia Fleury et de son ouvrage, c'est que l'autre est en nous si on pense la société de contrôle, d'abord la société disciplinaire, ensuite la société de contrôle, c'est-à-dire l'autre est en nous à travers notre langage, à travers nos préjugés, à travers notre rapport au monde. On est de part en part normé par des normes collectives. Donc il y a d'abord de l'altérité en nous avant d'accéder à une individuation. Et ça, c'est un danger. L'exemple du langage est excellent, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas inventé. Nous l'avons reçu tout entier, tout fait, avec ses règles, son vocabulaire, sa syntaxe. Seulement, à partir de ça, nous pouvons nous créer un style. Nous pouvons dire, avec les mots de la tribu, comme dit l'autre, nous pouvons créer des choses tout à fait originales. Il en est de même pour les autres codes que nous avons reçus, à commencer par le code génétique. Nous avons reçu ça du passé, et nous pouvons en tirer le maximum. Il y a des gens qui sont doués pour ça, ça s'appelle les grands écrivains, ça s'appelle les grands artistes, ça s'appelle les grands saints, ça s'appelle les grands héros, tout ce que vous voulez. Puis à nous, les pauvres petits bonshommes, qui essayons de nous en tirer comme nous le pouvons. Ceci me donne d'ailleurs un argument très fort pour répondre à la question que vous allez sans doute me poser, à savoir, n'êtes-vous pas un petit peu nostalgique? Pour le général de Gaulle. Voilà, c'est ça. Quelqu'un m'a interrogé au sujet de Ben Bella. La nostalgie. 3 raisons d'être nostalgique. Le passé a un avantage de connaissance, puisque nous le connaissons. Au moins, ça le fait futur, on n'en connaît pas. On ne sait pas. Deuxième raison, le passé a un mérite énorme, c'est qu'il nous a produits. Alors que nous ne sommes pas sûrs que le présent puisse être gros d'autre chose que de la mort sans phrase. Nous ne savons pas. Et puis, troisième raison, nous avons un tel biais en faveur du présent, nous sommes tellement pleins de préjugés en faveur de ce que nous sommes, de ce qui est actuellement, parce que c'est immédiat, que nous avons besoin d'un contrepoids. Et c'est très bien d'avoir un petit peu de nostalgie. Je plaiderais pour une sorte de nostalgie contrôlée, si vous voulez, comme contrepoids à la préférence que nous donnons spontanément au présent. Cynthia Fleury? Un point sur le passé comme certain. De fait, non. À la fois et la psychanalyse et les sciences humaines en règle générale savent très bien que le passé est un construit social et interprétatif et culturel et que précisément, sans cesse, les sciences humaines et la verbalisation, encore une fois, en analyse de façon plus individuelle, va chercher à redéfinir et à recréer ce passé au sens de tenter de faire émerger quelque chose de vrai de ce passé. Donc, c'était simplement pour dire que, il n'y a jamais de certain, en fait, ni dans le passé, ni dans le futur. Il n'est pas connu certainement, mais il a certainement existé. Voilà. Alors, Rémi Brague, vous avez de la chance parce que Géraldine Mühlmann veut vous interroger. Pourquoi, Rémi Brague, considérez-vous, je vous cite, que l'humanisme athée a échoué? Ça va, je sais, être une réponse compliquée, mais on peut la considérer, on peut considérer que c'est votre constat. Peut-être vous pouvez nous donner quelques raisons, mais surtout, parce que c'est à ça que je voulais en venir, pourquoi l'humanisme athée
échouera-t-il toujours? Pourquoi n'y a-t-il pas, d'après vous, d'ouverture possible pour une pensée de l'homme, éthique, politique, sans Dieu? Il y a toutes les possibilités que l'on peut imaginer pour une éthique, pour une politique, gouvernant les rapports entre des individus coexistants. Nous avons tous les moyens, et là je suis très clair, nous n'avons absolument pas besoin d'une transcendance pour inventer les règles du jeu qui vont nous permettre de ne pas nous entreégorger, de ne pas nous entrevoler, nous entrecocufier, de ne pas faire tout ce que les 10 commandements interdisent et tout ce que la morale païenne, je ne sais pas, mettons celle d'Aristote ou des stoïciens, considérait comme peu recommandable. Pour ça, nous n'avons pas besoin. En revanche, nous en avons besoin, me semble-t-il, peut-être même d'une manière urgente, pour expliquer non pas les règles de la coexistence, mais les raisons de l'existence. Parce qu'avant de coexister, avant d'être tous embarqués sur le même bateau, il faut y être sur le bateau, il faut y avoir été mis. Je pense bien entendu à Kierkegaard, l'autre, pas Alain Finkielkraut, qui... Mais c'est le Kierkegaard français. Oui, moi je pense aux Danois. Je pense aux Danois qui racontent cette histoire du type qui se réveille un matin, peut-être après une nuit de crapule, une nuit d'ivresse, sur le bateau. Bon, puis voilà, il se demande ce qu'il y fait. C'est un petit peu tout notre cas. Nous avons été mis là sans qu'on nous demande notre avis. Eh bien, on est content quand même. Oui, mais est-ce que nous considérons que la vie est suffisamment bonne pour qu'on ait le droit d'y appeler d'autres, à qui on ne peut évidemment pas demander leur avis? Certains auteurs, que je n'oserais pas appeler des penseurs, disent très clairement, qui se déclarent hédonistes d'une main, et d'autre part, ils disent il ne faut pas faire de gosses parce que la vie, c'est pas si rose. Bon, alors c'est l'un ou l'autre. Alain Finkielkraut ? Oui, il y a certains auteurs qui disent, comme Lévi-Strauss, qu'il faut en faire moins parce que l'explosion démographique est la plus grave tragédie écologique que nous ayons à subir. Mais surtout, je voudrais poser une question à Rémi Brague. Peut-être a-t-il raison, mais Dieu, il n'est pas à disposition. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en Occident, la plupart des gens, croyants compris, ne croient plus vraiment à la vie éternelle. La religion nous a apporté cette consolation. Il y a... Voilà. Nous mourrons et nous franchissons en mourant les portes qui nous conduisent vers la vie éternelle. Cela se dit à l'église, dans les enterrements, cela se dit au cimetière, mais les gens ne le croient plus, cela. Il y a quelque chose... Voilà. Rien ne nous permet de retirer à la mort son dard venimeux. Et on ne peut pas dire, oui, nous avons besoin de Dieu parce que l'humanisme athée est arrivé à une impasse, sauf que précisément, il ne revient plus parce que cette croyance est derrière nous. Qu'est-ce que vous répondez à cette situation existentielle de l'Europe contemporaine ? Je réponds tout simplement que mon argumentation est d'une certaine manière parfaitement athée. C'est une argumentation darwinienne. C'est une question de sélection. Je dis, les groupes humains qui réussiront à se raccrocher, à lancer leurs ancres dans le ciel, c'est le titre d'un de mes petits bouquins, survivront. Les autres, non. Et tout le monde sera content. Si vous voulez la mort, vous l'obtiendrez. Est-ce qu'on est obligé d'être... De quoi se plaint-on ? Est-ce qu'on est obligé d'être religieux pour penser une transcendance ? Pourquoi faut-il qu'il y ait une incarnation de la transcendance ? C'est toujours quelque chose que... Là, je ne me place pas au niveau de l'incarnation. Non, au contraire. D'accord, oui, d'accord. Non, mais... Au contraire. J'ai cité l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'incarnation. Il y a une alliance qui est le premier pas pour les chrétiens vers l'incarnation. Il n'y a pas d'incarnation. D'accord, alors j'enlève le terme d'incarnation qui est un petit peu sur les termes. Essayez de penser la transcendance autrement. Si vous pensez, comme certains essayent de le faire, une transcendance horizontale,
Non. qui serait le futur. Non, alors non, Ça parce marche que pour pas, moi, parce c'est que- pas de la transcendance. Ça peut être la nature, vous ça peut avez être tout à C'est la l'immanence. transcendance de l'autre, la transcendance Ouais. de l'autre. Là, pour Revenons à reprendre Lévinas. Lévinas ou Voilà. Descartes, la transcendance dans le sens Pas la où l'autre de la pensée, Alors, ça peut pas- l'acceptation de sa finitude, pour être d'accord avec Alors ça Alain peut pas être la transcendance, ça peut pas être le futur comme transcendance, puisque le futur dépend de nous. Bon, si on ne veut pas qu'il y en ait un, il n'y en aura pas. Bon. Elle ne peut pas être le visage de l'autre, parce que le visage de l'autre, il doit déjà exister. Où est le visage de celui qui n'existe pas encore? Où est le visage des générations futures? Mais non, mais Comment je l'altérité, fais elle n'est pas dans l'absence. Elle est dans quelque chose qu'on ne peut pas posséder, qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas penser. Elle est dans l'impossible pensée. Elle est dans le lieu où la pensée se met en échec. Elle est là où il n'y a pas de toute puissance de l'homme. Enfin, Oui. c'est Tout, ça, à fait l'altérité. tout à fait d'accord, mais pour ça, je veux dire, je ne mobiliserai pas une artillerie d'un calibre tel qu'il mériterait que je l'appelle transcendance. La question de la légitimité de l'humain, est-il bon, tout simplement, et par rapport à quel concept du bien est-il bon qu'il existe une espèce humaine sur la Terre? Bien sûr. Mais ça, c'est la définition de l'humanisme. Hein. C'est qu'il y a ce choix Et qui la est posé. réponse, c'est Dieu, donc. Pour vous, la réponse, c'est Dieu. Si la réponse est l'homme, vous allez obliger l'homme à porter sur lui-même un jugement. Mais si la réponse Et- est Dieu, on va sacrifier l'homme au nom de Dieu. Oh, quelle conception de Dieu vous faites-vous? Bah, c'est la théologie chrétienne. Oh là là! Mais Alors Jésus là, se sacrifie. ah, Bah mais alors oui. justement, il se sacrifie de manière définitive, de manière à cesser tous les sacrifices. Mon grand copain Stromza de l'université hébraïque a écrit tout un bouquin qui s'appelle La fin des sacrifices. C'est tout à fait ça, tout à fait ça. Hein? Géraldine. Oui, alors Allez-y. c'est vrai que Dieu, comme transcendance, on l'a déjà eu dans l'histoire. Ah oui. Et c'est pas un Oui, jugement on de valeur. peut pas faire Et mieux. c'est vrai que vous assumez qu'un certain retour en arrière, je oui. vous cite, est nécessaire. Et Oui. vous écrivez, pour un piéton comme pour un automobiliste, revenir en arrière est la conduite la plus raisonnable lorsque l'on constate qu'on s'est engagé dans un cul-de-sac. Oui. Mais est-ce que vous pensez que l'histoire des hommes, et notamment l'histoire des idées, est comparable à des voies de circulation? Écoutez, cette image est à l'arrière-fond de tout le discours, tout le blabla, si vous préférez, sur le progrès ou sur la Bien sûr. réaction. Mais sans parler même de progrès, est-ce que tout simplement, n'y a-t-il pas des tas de choses que les humains vont inventer, peuvent inventer encore, que nous ne savons même pas? Comment se fait-il que vous ne fassiez jamais ce pari? Pas le pari du progrès, ça peut être l'horreur aussi, mais le pari de l'invention, tout simplement. Vous allez me dire, c'est un peu nietzschéen peut-être pour vous, mais on peut peut-être inventer des valeurs demain. Nietzsche est un excellent ennemi. Non, je crois qu'il faut l'accepter, accepter le bras de fer, puisqu'il synthétise à peu près tout le 19e siècle. Hein. Donc il faut accepter ça, mais lui demander, cher monsieur Nietzsche, comment faites-vous pour créer une valeur? Pour moi, c'est aussi facile que créer une couleur fondamentale. Hein, ce qu'on peut faire, on a 3 couleurs fondamentales, hein, bleu, jaune, rouge. Bon, on peut les mélanger de 100 façons, de 1000 façons. Bon, vous obtenez Rembrandt, vous obtenez aussi n'importe quel barbouillage du peintre du dimanche, mais vous n'aurez Mais jamais on a la inventé des possibilité. valeurs. Regardez, Pardon. par exemple, vous parliez du cocufiage, un mot que je Oui, déteste, c'était oui. le vôtre tout à l'heure. Oui. Longtemps, c'était effectivement très péjoratif. Aujourd'hui, on peut le reconfigurer parfois en histoire d'amour, en passion, et après tout, pourquoi pas? Écoutez, vous C'est mélangez. votre inventé conception, je vous la laisse. Je dis juste que les humains ont inventé, sur des situations analogues, Oui, d'autres manières de les évaluer. En mélangeant des valeurs préexistantes. Et là, le mot valeur, d'ailleurs, qui a aussi un sens en théorie des couleurs aussi, comme vous le savez, prend tout son sens. Hein, vous venez d'évoquer l'amour, des choses comme ça, les sentiments. C'est des choses vieilles comme le monde. Non, la Je phrase parlais que de l'évaluation. oui, la phrase que j'ai écrite, là, je l'ai faite, c'est dans le plan Afro-Jojo. Hein, dans le plan Afro-Jojo. J'étais certain qu'on allait me tirer dessus, là. Mais bon, ça ne me déplaît pas. Enfin, on le fait beaucoup moins que contre Alain. Donc là, je ne suis pas encore vacciné. Attention, c'est pas de- fini. Hein. Oui, ça va Je veux peut-être dire, venir. voilà. Après cette émission, moi, je garantis rien. Hein. Mais je trouve que c'est une attitude tout à fait rationnelle lorsqu'on constate qu'on va dans le mur, de revenir en arrière. Alors l'objection évidemment habituelle, consiste à confondre le fait qu'on ne peut pas supprimer ce qui a été et que l'on ne peut pas revenir en arrière. Dieu merci, on peut revenir en arrière.
l'Allemagne est revenue en arrière de 12 ans de nazisme. Non, Euh, elle est non, allée non, vers non, en avant. non, Ah ben non. Bah ouais. Ah ben Surtout non. pas, ben non. Pourquoi dites-vous que c'est en avant? Mais Parce que Ulysse, c'est une voie de après circulation. l'Odyssée, il revient dans un endroit qui n'est Bien plus évidemment. Ithaque et lui-même n'est plus Vous Ulysse. Enfin, je veux dire, confondez- on peut pas jamais Vous revenir en arrière. confondez l'irréversibilité L'envers du temps et du temps. et l'irréversibilité des choses qui se situent à l'intérieur du temps. Non. Erreur tout à fait commune d'ailleurs. Bon, alors, pour terminer là, votre définition de l'autre. On va commencer par vous, Rémi Brague. Who else? Cynthia Fleury. Ah, c'est terrible ça. Non, moi je vais terminer par une citation de Nietzsche, parce qu'on parlait de Nietzsche il n'y a pas si longtemps que ça. Le courage veut rire. Donc je voulais montrer à quel point, voilà, je pense que c'est un impératif d'un nouveau genre d'essayer encore une fois, de définir ce qui sera devant nous. Vous riez aussi de temps en temps quand même, Alain Finkielkraut, hein? Vous Ah aimez oui. bien Ouais. Eh oui, Alors, la définition de l'autre par Alain Finkielkraut. Mais- Grand moment de télévision. Mais c'est un grand moment, ce sera un moment nul de télévision parce que je n'ai pas de définition Merci. à donner d'une on peut le définir, d'une c'est plus catégorie l'autre. comme celle-là. Je ne sais pas. je ne sais Surtout à ne absolument pas définir. Je ne sais Voilà. absolument pas quoi Surtout vous répondre. à ne pas définir. Donc ma réponse C'est est le nulle. négatif. Allez, on va dire c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'infini. Allez, je rappelle les titres de vos livres. Rémi Brague, Le règne de l'homme. Voilà, c'est un livre définitif. C'est un livre royal, hein, on peut dire. Il y a Le propre de l'homme, lui, qui est un livre propre. C'est le aux meilleur de tous éditions ceux que j'ai écrit Champ sous ce et Essai. titre, de très loin. Cynthia Fleury, alors là, voilà, elle se paye la blanche, la collection blanche, donc beau style et tout. Les Irremplaçables, un livre irremplaçable. Et puis, Alain Finkielkraut, La seule exactitude aux éditions Stock. C'est un livre qui marche très très bien, c'est pour la peine de lui faire la publicité, hein, parce que c'est un des grands succès actuels, un livre très exact, si je peux me permettre. D'ailleurs, résister à la haine des cons. C'est qui les cons? Parce qu'il y en a un paquet, vous en avez parlé tout au long de cette émission. Je ne dirais pas forcément que ce sont des cons. Moi, je disons dirais, que ouais. moi, je vois une montée de la méchanceté, c'est tout ce que je dirais. Mais ils sont peut-être très intelligents. Bah, résistez, Alain Finkielkraut. On a besoin de vous. Cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h35 sur France 5. À la semaine prochaine.